Bonsoir et merci de nous accompagner fidèlement sur Éclair TV. Cette semaine a été marquée par le plan politique, en particulier la date limite de dépôt des candidatures. On sait maintenant pour les cantonales quels sont les noms des différents binômes. Nous verrons quelle stratégie peut-on envisager autour de ces différents binômes. Il y a également eu une affaire politico-judiciaire sur laquelle nous reviendrons. Quelles influences il peut y avoir par rapport à l'électorat? Enfin, nous évoquerons le 20e anniversaire de la loi Taubira, qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais nous verrons en particulier les difficultés que cette loi a pu avoir pour générer également le processus juridique de réparation. S'agissant des élections cantonales, le jeu des différentes formations, je ne parlerai pas de partis, est maintenant un peu plus clair. On sait qu'il y a 3 grands groupes de binômes. Les binômes qui sont soutenus par le Guadeloupe Uni Socialisme, Solidaire et Responsable, le Parti Socialiste et d'autres groupes, en tout cas d'autres formations beaucoup plus périphériques, qui concerne des représentants de la société civile ou, par exemple, le PPDG, que va-t-il faire, ou encore Gabrielle Louis Carabin, quelle option elle prendra. Donc, dans le cadre d'analyse que nous avions défini la dernière fois au regard du rapport entre le centre et la périphérie, analysons dans un premier temps, au niveau du centre, en tout cas le GUSR et le Parti socialiste à la périphérie, ainsi que les autres acteurs, analysons les forces municipales qui sont engagées par les 2 formations. On constate que sur les 15 maires qui sont engagés au niveau des cantonales, si on enlève Gabriel Louis Carabin et Christian Baptiste, il en reste 13, et que sur ces 13, 4 sont du Parti socialiste et 9 autres relèvent du GUSR. Ce qui veut dire que dans la bataille des cantonales, le GUSR, qui dispose, c'est vrai, d'une réserve de maires, nous le verrons tout à l'heure, a engagé beaucoup plus d'élus de premier plan dans les cantonales qu'il ne le fera vraisemblablement pour les municipales, pour les régionales, pardon, en raison de la problématique du cumul des mandats. Mais ça traduit déjà bien une intention du GUSR de pouvoir veiller à contrôler au moins le conseil départemental, puisque, comme toute stratégie de formation située au centre de l'échiquier politique, elle va chercher à contrôler, nous l'avions dit la dernière fois, les 2 assemblées. Pour contrôler ces 2 assemblées, et c'est donc la deuxième étape, quelles sont les alliances? On parle d'alliances dans ce qu'on appelle les forces centrifuges. Autrement dit, comment le GUSR puise dans la périphérie de l'échiquier politique pour pouvoir asseoir sa stratégie de formation au centre, avec bien évidemment l'intention de remporter le conseil départemental. On constate que cette stratégie centrifuge s'est faite surtout au détriment du Parti socialiste. On voit bien que les 2 cantons des Abîmes, en tout cas le premier et le 3e canton, les alliés d'autrefois, sous l'égide de la Frappe, en grande proximité avec le Parti socialiste, eh bien, ces alliés sont en opposition, y compris Josette Borel-Incertain, dont le binôme a été fracturé. Elle se retrouve d'ailleurs en opposition avec, par exemple, Louis Galantine. On constate également que le GUSR a tissé un accord entre les maires du Nord-Grande-Terre pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui se présente, ce qui laisse donc penser qu'il y a déjà également eu un accord politique. On constate également que sur Trois-Rivières, il y a eu un accord. Jacques Anselme, ne l'oublions pas, faisait partie il est encore vice-président du conseil départemental, proche du Parti socialiste, et qui, entre-temps, s'est rapproché du GUSR. On constate par conséquent que toutes les alliances qui se sont produites
l'ont souvent été au détriment du Parti socialiste, ce qui ne laisse pas préjuger que ces alliances seront forcément fructueuses. Et il serait intéressant d'analyser en troisième temps les perspectives sur la base des hypothèses. Et vous verrez qu'aucune des formations actuellement, aussi bien celle du centre que celle de la périphérie, ne peut utilement se prévaloir d'un socle électoral, en tout cas d'un nombre de binômes suffisamment important. Je rappelle qu'il en faut 11, 22 donc, pour élire au moins le président ou la présidente du conseil départemental, et qu'aucune des formations ne peut utilement se prévaloir, en tout cas, d'être en position de l'emporter à elle seule. Prenons l'exemple du Parti socialiste et émettons l'hypothèse, donc ce n'est qu'une hypothèse de travail, une hypothèse de départ, que le Parti socialiste se stabilise. Ça veut dire qu'il garde les 3 cantons des Abîmes en proximité avec la Frappe. Il a au moins un canton à Sainte-Rose et un canton au Lamentin, et que par ailleurs, il conserve Capesterre-Belle-Eau, Basse-Terre et la Côte-sous-le-Vent. Effectivement, il a 8 binômes, l'hypothèse la plus favorable, qui lui permettent de pouvoir, au niveau de l'échiquier, avoir un poids certain, d'autant que lorsqu'on fait le point sur les alliances dressées par le GUSR, auquel s'ajoute l'hypothèse que les maires GUSR qui ne sont pas candidats aux élections départementales, mais qui incontestablement soutiennent un certain nombre de candidats qui vont, en tout cas, soutenir eux-mêmes le GUSR à la présidence, on constate que les forces sont équilibrées. On est quasiment à 8 pour le Parti socialiste et à 8 pour le GUSR. Alors, qu'est-ce qui peut faire évoluer? En fait, il va falloir suivre 3 cantons en particulier. Pour que le GUSR puisse avoir une position aisée par rapport à la présidence, il faut qu'il gagne au moins un canton au niveau des Abîmes, qu'il en gagne un à Capesterre-Belle-Eau. C'est un socialiste, même s'il a pris du recul, Hugues-Philippe Romdigny a pris du recul par rapport au Parti socialiste, mais il certainement est encore dans un lien plus ou moins proche avec la mouvance, donc Capesterre-Belle-Eau, mais également il faudrait pouvoir gagner la Côte-sous-le-Vent, sachant que Thierry Abelli a en face de lui 2 autres maires, Jules Otto et Marie-Évelyne Pontchâteau, ce qui le met dans une situation qui est difficile. Donc, vous comprenez très bien que finalement, le rapport de force, même s'il évolue très favorablement pour l'une des formations, ces formations auront besoin des autres élus. Et c'est là où des personnalités qui ne se sont pas particulièrement manifestées, je pense donc à Christian Baptiste, à Gabriel Louis Carabin, mais n'oublions pas un tiers des binômes qui se présentent, je crois qu'ils sont à peu près 74, un tiers de ces 74 binômes, maintenant 73, puisque Sainte-Rose a eu un problème, un tiers de ces 73 binômes, on retrouve des personnalités de la société civile qui peuvent également émerger et par conséquent jouer le rôle d'arbitre lors de l'élection du président du conseil départemental. Maintenant, un constat s'impose, c'est que dans les ressources qui ont été mobilisées, le GUSR a mobilisé beaucoup plus de maires que ne l'a fait le Parti socialiste, mais c'est parce qu'il dispose d'une réserve de maires beaucoup plus importante, puisque je vous rappelle que Jean Bardaille, Bernard Pancrel ne sont pas eux-mêmes candidats, Jean-Louis Francisque à Trois-Rivières ne sont pas candidats parce qu'il y a eu un certain nombre d'accords, si bien qu'il va y avoir cette répartition des forces où, c'est vrai, le GUSR, même si ça ne préjuge pas de sa capacité à lui seul à pouvoir gagner les 2 assemblées, mais le GUSR a une potentialité de réserve beaucoup plus importante que le Parti socialiste. Attendons, puisque la semaine prochaine, on aura les listes de candidats, on verra quels maires seront retenus en position éligible au conseil régional, et les conseillers régionaux en tout cas jusqu'à lundi, pour déposer leur liste. Et là, on verra comment le rapport de force se rééquilibre
puisque n'oublions pas, et surtout qu'aux élections départementales, ce sont des élections qui se jouent à 2 tours, puisqu'il faut à la fois 25% des électeurs inscrits et avoir bien sûr remporté, pour remporter du moins au premier tour, avoir également plus de 50%, sachant qu'au deuxième tour, c'est le binôme arrivant en tête qui est en principe celui qui, pas en principe, certainement celui qui remporte l'élection. Nous avons donc terminé concernant cette analyse sur la base des hypothèses que nous avons émises entre le centre et la périphérie et bien évidemment la stabilité des électeurs, en tout cas des élus, et les alliances, ce qu'elles pourraient apporter de plus. Je vous propose de passer à l'autre sujet qui concerne les affaires politico-judiciaires que nous avons connues au cours de cette semaine. Concernant les affaires politico-judiciaires, rappelez-vous que Josette Borrell Incertain, à un moment donné, a été entendu, puis vient le tour d'Harry Chalus. Tous les deux ont été gardés à vue, même si la garde à vue d'Harry Chalus a duré un peu plus longtemps, en réalité parce qu'il y avait vraisemblablement davantage de questions à lui poser. Et je voudrais simplement rappeler, puisque je l'ai déjà fait précédemment, qu'il s'agit d'une simple enquête préliminaire qui ne préjuge absolument en rien de la suite. Il y aura un certain nombre de procès-verbaux qui auront été établis, et au vu de ces procès-verbaux, il appartiendra au procureur de la République de saisir ou non un juge pour qu'il puisse ou non y avoir une suite à cette affaire. Maintenant, quelle incidence ces événements juridicaux ou politico-judiciaires peuvent avoir sur le comportement de l'électeur? Donc là encore, il nous faut d'un cadre d'analyse. Il faut considérer que l'électeur, lorsqu'il fait son choix, en tout cas les éléments qui motivent son choix, le place sur une échelle qui va de l'émotion à la raison. Ceux qui sont déjà du côté de la raison, c'est-à-dire que ce sont ceux qui sont les plus convaincus, qui ont déjà fait leur choix, qui ont des rapports de proximité, voire d'utilité avec les élus, et vous aurez compris que ceux-là, quand bien même leur leader sera en situation délicate avec la justice, ça ne va absolument pas ébranler leurs convictions, puisque pour des raisons qui relèvent de leur propre rationalité, un élu, même s'il a été inquiété, dès lors qu'il est l'enjeu de leurs préoccupations au regard de stratégies diverses, cet élu restera toujours légitime à leurs yeux. Maintenant, ceux qui sont beaucoup plus du côté de l'émotion, donc qui sont encore sur un plan affectif, on peut les classer en 2 catégories. Ceux qui sont tout simplement dégoûtés de la vie politique, à savoir qu'ils ne croient plus dans la capacité aux hommes à gérer la cité. Donc ceux-là, ils ont 2 réactions, soit qu'ils s'abstiennent, et il est prévu que l'abstention soit assez forte, non pas seulement par rapport à la Covid-19, mais bien par rapport à ce désamour entre les électeurs et une partie de la classe politique, ou alors cet électeur qui est désabusé par rapport à la chose politique aura tendance à avoir des votes sanctions. Et je pense que, par exemple, le résultat du Rassemblement national à la Guadeloupe tient justement à cette logique de vote sanction. Maintenant, toujours du côté de l'émotion, n'oublions pas ceux qui peuvent percevoir un élu qui est mis en tout cas gardé à vue comme étant une victime. On est là dans ce qu'on appelle la théorie du bouc émissaire, et ce bouc émissaire, ben écoutez, il peut aussi susciter de la sympathie dans la mesure où il peut être perçu par une partie de l'électorat qui est encore indécise, puisqu'elle est plutôt sur le plan affectif, et être perçu comme une victime sur laquelle on s'acharne et qui, dans tous les cas de figure, risque d'aboutir à ce que l'électorat, plutôt que de s'écarter de celui qui a été gardé à vue ou qui a eu des démêlés avec la justice, au contraire,
de le soutenir, surtout s'il situe ce problème dans un cadre beaucoup plus global de rapports difficiles entre la population et la justice par rapport à une certaine histoire. On comprend bien que, contrairement à ce qu'on pense, le fait d'avoir inquiété un certain nombre d'élus n'a pas pour incidence directe de les menacer, à mon sens, même si, dans le cadre des thèmes de campagne, ceux qui critiquent les manquements de la classe politique au regard d'une situation difficile que l'on connaît ne manqueront pas de dire « attention, regardez bien, une partie de la classe politique a des démêlés avec la justice, donc il y a de la corruption, et que finalement, nous sommes le 109 qui pourrait être les incorruptibles ». Maintenant, ce n'est pas toujours évident, et ainsi que je l'ai dit, il n'y a pas très longtemps sur les ondes d'Éclair TV, l'électorat reste dans sa grande sagesse, très prudent par rapport au discours populiste, étant donné que d'une manière ou d'une autre, cependant, on voit émerger de plus en plus d'acteurs de la société civile, et il serait intéressant au cours de ces élections de savoir quelle place leur donne l'électorat dans ses préférences. Donc, ce que je voulais simplement rappeler, c'est qu'il ne faut pas appréhender les gardes à vue de Josette Borrell-Incertain ou d'Harry Chalus comme étant un acharnement par lequel le système judiciaire s'impliquerait dans le système politique. Ce qui, me semble-t-il, est le plus logique, c'est que le système judiciaire a voulu enclencher un certain nombre de procédures avant que ne se déroulent les élections, parce que ça a des incidences sur la suite de la procédure et sur l'inéligibilité, en particulier suivant que la cause qui génère l'inéligibilité soit antérieure à l'élection ou postérieure à l'élection. Et je ne pense pas qu'il y ait eu une volonté du juge, dans sa grande indépendance, de pouvoir s'impliquer dans la vie politique. Par contre, l'exercice même de la responsabilité politique est de plus en plus risqué. Il y a eu 2 lois qui ont beaucoup renforcé et engagé la responsabilité civile et pénale des élus, en particulier la loi sur la confiance dans la vie politique, septembre 2017, et plus récemment la loi engagement et proximité. Et il faut aussi savoir, pour ceux qui postulent au niveau de la vie politique, en tout cas la responsabilité politique, qu'il s'agit là d'un exercice difficile et que parfois, à son insu, un élu politique, par exemple, qui a délégué, peut se retrouver dans des situations compliquées. Il n'empêche qu'on l'a vu à Basse-Terre, on l'a vu en son temps à Lens-Bertrand, on l'a vu à Bémao, on l'a vu récemment pour le Gosier. Des liens difficiles avec la justice ne sont pas de nature à remettre en cause, en tout cas fondamentalement, le vote des électeurs. Au contraire, puisqu'on a vu des élus être élus de manière très aisée, et même au niveau de leur père, devenir président de communauté d'agglomération. Nous avons donc effectivement terminé pour ce deuxième volet de l'analyse relatif aux affaires politico-judiciaires et de leur influence sur le choix des électeurs. Nous allons maintenant nous intéresser à la loi Taubira. D'ici une semaine, on fêtera les 20 ans de la loi Taubira, guyanaise d'origine, qui était garde des Sceaux à un moment donné sous le gouvernement de gauche. Et rappelez-vous qu'elle avait fait passer une loi qui reconnaissait l'esclavage comme crime contre l'humanité. Il importe de voir quels sont les avantages, mais également les limites de cette loi, en particulier par rapport au consensus qu'il peut y avoir entre la mémoire et les réparations, qui peuvent, alors consensus ou dissensus, nous le verrons tout à l'heure. Alors pour rappel, au départ, la loi Taubira envisageait à la fois la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais également envisageait des réparations. Dans son article 5, c'est une loi qui a été déposée en 1998, il était proposé qu'il y ait un comité d'experts
que ce comité d'experts évalue les réparations et que l'État s'engage à pouvoir procéder à ces réparations financières, culturelles ou voire même morales. Évidemment, lorsque la loi Taubira est passée devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, vous aurez compris que cette commission des lois, d'un revers de main, a balayé cet article 5 dans la mesure où il estimait que l'État n'avait pas à entrer dans une logique de repentance qui devait se traduire pour des raisons financières, en tout cas par des attributions financières. Plus récemment, Cécile Duflot, et je vous invite à consulter sa proposition de loi, en particulier son exposé des motifs, la loi, en tout cas la proposition de loi du 10 mai 2017, elle revient en demandant la nécessité qu'il puisse y avoir une réparation par rapport aux problématiques liées à l'abolition de l'esclavage. Et là encore, sa proposition de loi n'a pas eu en tout cas un devenir beaucoup plus prospère que la loi Taubira, preuve que la France reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité d'un point de vue mémoriel, mais pas d'un point de vue repentance, et en particulier par rapport aux compensations financières. Alors pourquoi la France a autant de difficultés avec le concept de réparation? On peut envisager deux réponses. La première, rappelez-vous que lorsqu'il y a eu l'abolition de l'esclavage, ce sont les maîtres d'esclaves qui ont été indemnisés et que cette indemnisation aboutissait à ce que les esclaves, eux, ne bénéficiaient pas de fonds ou d'aides particulières, alors que ceux-là même qui avaient exploité les forces de travail et qui avaient commis un certain nombre de crimes, y compris à travers les châtiments corporels, eh bien ceux-là même se retrouvaient sans aucune indemnité particulière. Donc, premier élément, il y a sur le plan de la justice un choix qui a été fait, qui est favorable à ceux qui détenaient les esclaves, les propriétaires, et également au détriment, bien évidemment, des esclaves. D'ailleurs, les choses ont été beaucoup plus loin, puisque rappelez-vous que la France a menacé Haïti de la réinvestir, en tout cas de l'occuper à nouveau, si Haïti ne versait pas à l'État français une somme importante, en tout cas qui devait profiter, et ceci jusqu'en 1947, Haïti a été obligé de verser des moyens financiers qui ont profité aux propriétaires parce qu'on estimait, en tout cas la France estimait, que ceux-ci devaient être pour le moins indemnisés. Enfin, je voudrais rappeler qu'un certain nombre de grandes institutions françaises, et je pense à la Banque de France, a fait fortune sur justement la traite négrière, et que par conséquent, ces grandes institutions également, qui sont le symbole de la France, vivraient difficilement l'obligation d'être, en tout cas en demeure, de pouvoir aider, en tout cas indemniser les esclaves. On comprend très bien qu'il y a tout un contexte historique, mais également assimilationniste, qui fait que la France reconnaît le crime contre l'humanité, reconnaît un devoir de mémoire, mais pas un devoir de réparation. Il ne s'agit pas d'épiloguer sur cet aspect-là. Les Américains ont beaucoup plus progressé, puisque dans certains États du Nord, il a été demandé à toutes les grandes entreprises d'apporter la preuve qu'ils n'ont pas été, en tout cas, ils ne descendent pas de propriétaires esclavagistes, et les entreprises dont les dirigeants ont été reconnus comme étant fondé leur fortune justement sur l'esclavage sont tenus de faire des propositions de réparation. En ce qui nous concerne, il y a un aspect symbolique, la commémoration, qui n'est pas toujours compris, d'autant plus qu'il n'y a pas forcément de consensus sur la date. Le président de la République très récemment a eu
le geste de déposer une gerbe, mais pour la première fois ne s'est pas prononcé, n'a pas prononcé son discours. Il y a un contexte politique, c'est vrai, qui est particulier. Et nous, en tant qu'Antillo-Guyanais ou ultramarins, afrodescendants, je ne pense pas que la stratégie de la victimisation permanente soit la bonne, même si nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Je ne pense pas non plus que se prononcer en permanence, avoir comme cadre d'interprétation le fait que ce qui nous arrive à l'heure actuelle à la Guadeloupe est la conséquence de la domiciliation permanente de la plantation qui structure les rapports humains, voire les rapports institutionnels, là aussi, sans méconnaître l'obligation de mémoire, je ne pense pas que ce soit également le cadre d'analyse permanent que nous devons entretenir, en tout cas qui nous amènerait en permanence également à être victimes d'une logique ou d'un complexe dont on n'arriverait pas à nous libérer dans nos consciences, tout au moins. Par contre, je reste persuadé que nos jeunes, quels qu'ils soient, le fait qu'ils puissent actuellement aller s'asseoir sous les bancs de l'université ou dans n'importe quelle formation, à côté des filles et des fils du colonisateur, des anciens propriétaires d'esclaves, eh bien, et de réussir dans le cadre de la logique méritocratique autant que ceux-là même qui nous avaient réduits en esclavage, c'est une réparation, me semble-t-il, très importante qui permettrait aux Guadeloupéens, ou alors aux Afro-descendants, quels qu'ils soient, d'entrer dans le cadre d'une gestion beaucoup plus globale sur le plan institutionnel et pourquoi pas de revenir dans leur pays pour apporter leur niveau de compétence. C'est dans ce sens, me semble-t-il, qu'il faille envisager les réparations, non pas seulement en demandant de l'argent, mais également en se prouvant que nous sommes capables de rivaliser avec les filles et les fils de ceux-là même qui nous ont colonisés avant de nous avoir mis en esclavage, et puis voir dans quelle mesure nous avons la possibilité d'apporter nos compétences. Nous avons donc terminé notre analyse pour une semaine d'ailleurs très riche. La semaine prochaine le sera tout autant puisque c'est le dépôt des listes pour les régionales. Nous y reviendrons. Bon vendredi, bonne soirée et que la nuit vous soit douce.